Ils sont de retour. Enfin, ils montrent leur vrai visage. Les chefs négriers, ces exploitants du corps humain, c'est sans foi ni loi. Ils le disent à qui veut l'entendre que les nègres ne quitteront pas les champs, le terrain des jeux. Juste de l'apparence. Ces terrains ne sont que les champs de canne à sucre et de coton d'autrefois. En fait, les contrats mirobolants dont sont bénéficiaires les enfants africains ne sont que des chaînes aux pieds et au cou, dans l'esprit. Voyez-vous, à l'heure de la récompense, les négriers feront en sorte que le petit négro ne soit récompensé. Le cas de George Weah aura été un accident dans l'histoire du football mondial. Plus jamais ça ont-ils géré. D'ailleurs, au niveau de la Coupe du Monde, ils mettront tout en œuvre, ces négriers, pour empêcher une équipe africaine d'accéder à la consécration. Honte à vous. La CAN s'ouvre bientôt. Attends les derniers jours pour cracher ce venin mortel. Les Blancs d'Europe ont montré leur côté raciste, leur haine pour l'homme noir. Honte à vous, hommes blancs. Avez-vous appris à jouer à Mossala, Sadio Mané, Mendy, Pépé, Alain et bien d'autres? Mahrez et ses frères algériens? Avez-vous mis au monde ces enfants d'Afrique, naturalisés de force pour vos sélections, à travers vos sales billets de banque? Honte à vous. Vous n'êtes pas le centre de ce monde. Vous n'êtes pas non plus les supra-hommes. Vous n'êtes que des exposés à la Covid, des mortels donc, des irrespectueux de la loi divine. Pensez-vous être les êtres les plus intelligents de la terre? Non, messieurs. Juste des tricheurs, des pilleurs de l'humanité. Prenez l'Afrique au sérieux. Une nouvelle génération est née. Celle-ci, plus instruite, a pris un pas sur le petit blanc. L'Afrique, terre nourricière, sera encore, comme hier, à soulager de soif et de vivre. Une Europe aride, déserte, où les charognards survoleront les corps des blancs. Non. Voyez-vous, tout bouge autour de vous. Ce virus qui vous fait tant peur n'est pas venu du continent africain. Ce n'est qu'un début. Vous viendrez ici un jour, au pied de l'Afrique, vous confessez. Le jour n'est pas si loin. Boycotter la CAN, c'est bien, mais vous payerez un jour. On ne peut pas qualifier une dame de laide et apprécier son postérieur. Vous ne pouvez pas utiliser les joueurs africains dans vos différents clubs et autres différentes sélections où le Malien devient français, où l'Arabe devient anglais, et ne pas considérer la terre qui a vu naître ses enfants africains. Non, non messieurs. Voilà la vérité. VDS, en son 1363e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Une association mafieuse dite des clubs professionnels européens entend freiner tout joueur africain et prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Provocation de mauvais goût, disent certains, à quelques jours de l'ouverture de la plus significative compétition sur le continent. Ce soir, qu'il nous soit permis de dire au moins la vérité à cette race de personnes qui n'a aucune considération pour l'Africain, le noir. Convention entre la Fédération ivoirienne de football et la Fédération saoudienne de football, les éléphants établiront leur base à Jeddah à 0 francs. Belle prise de Dao Gabala. Dans cette émission, nous aurons l'éclairage de Maître Abbé Simon, vice-président du CONOR. On reprend le débat là où on l'a laissé hier, à savoir la part de responsabilité des dirigeants de clubs de notre football au regard du rapport de l'inspection générale d'État. Ont-ils accordé des cutus pour masquer ces détournements mentionnés dans le rapport de l'inspecteur? Ont-ils été complices des faits? Des dirigeants qui sont là pour applaudir,
d'autres percevraient des salaires par mois. On en parle dans cette émission. Bonsoir Mourou Bané. Bonsoir Achille Sakwasi. Et on recevra aussi Charles Diomandé qui est là, technique Patrick Alban, réalisation d'Amélie Noussa et Eric Adou. Merci d'être nombreux à notre écoute. Plus de 5 000 sur la toile, près de 3 millions à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Ils nous viennent notamment de l'intérieur. On ne peut pas oublier nos auditeurs de France et des États-Unis, précisément de Los Angeles, où il est 10 heures passées de 15 minutes. Merci, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Invité, nous recevrons tout à l'heure M. Baya Mesmin, président du TIDA, tournoi international du district autonome d'Abidjan. C'est dans un court instant. Ligue 1 de football, match en retard, comptant pour la 3e journée. La SEC étrie le Stella Club de Djamé il y a quelques instants, 3-0. Fernand Kouakou, bonsoir. Bonsoir à vous, Rachid Sankwasi. Bonsoir, auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Dites-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Nos phrases de Magnan. Un match assez important pour la SEC Mimosa et pour le Stella Club de Djamé. Les jeunes noirs qui avaient donc à cœur de gagner cet après-midi et occuper le fauteuil de leader dans ce championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le Stella Club de Djamé est revenu donc à la Ligue 1 qui avait envie de gagner également ce match et se repositionner dans ce classement puisque cette équipe du Stella allie le chaud et le froid. C'est finalement la SEC Mimosa qui aura donc le pied heureux avec 3 buts pour étrier et disperser ses maniants d'Adjamé cet après-midi ici au stade Robert Champrou de Marcory à l'issue d'un match âprement disputé. Il a encore marqué ce garçon Karim. Konaté Karim, vous faites bien de le dire, était là encore pour donc corser son capital but, passé donc à 5 buts désormais, et meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 55e minute. Il va donc bénéficier d'un ballon à lui administré par un certain Aoura Nissé dans un meilleur jour dans la défense du Stella Club de Djamé. Du bout du soulier, il mettra donc ce ballon hors de portée du portier Melvin King qui se couchera pour la 2e fois, puisque d'ailleurs, avant donc Konaté Karim, il y avait eu Serge Pokou au terme d'un travail en triangulation entre Oura Anissé et Konaté Karim, passeur sur le premier but de la SEC Mimosa. Serge Pokou va donc de la tête permettre à la SEC de pouvoir jubiler la première fois. Le 3e but de la SEC est donc venu pratiquement, on peut le dire, en fin de rencontre. On était dans le temps additionnel, 90 plus 3. L'équipe de la SEC va pouvoir permettre à son équipe de totalement faire la fête avec Kwame Kramo-Aubin, qui va donc lui être à la finition d'un travail assez important. Extérieur pied gauche, défense droite de l'équipe du Stella. Il frappe comme un sourd. Le portier Melvin King, pour la 3e fois, va donc abdiquer et permettre à l'équipe de la SEC de l'emporter 3-0 dans un match qui a été totalement maîtrisé par les jeunes noirs. Merci à vous pour tous ces détails, Fernand Kouakou. Bon retour sur vous. Et demain, on se retrouve pour le débrief en rédaction. Merci. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire sans transition. Retenez que la 2e journée de la Ligue 2, au terme de celle-ci, on a Aldiaké qui est dans la poule A en tête avec 6 points suivis d'Adzopé. Et puis, dans cette poule, on attend le réveil de la JCA et de AJ qui sont respectivement en 11e et 12e position. Dans la poule B, le leader s'appelle Yamoussoukro, 6 points, suivi de Guéry, 4 points en 2e position. Le Stade vient en 3e position avec 3 points. En bon dernier, il y a le WAC et l'Africa qui n'a toujours pas livré de match. Je rappelle que l'Africa bénéficie de circonstances atténuantes afin de mettre tout en ordre, et le Côte-Nord a permis que l'Africa puisse bénéficier de ces 2 matchs, le temps de se mettre à l'heure de ce championnat Ligue 2 qui est très très intéressant. Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Mesmebaya, bonsoir. Bonsoir Rach. Vous êtes là pour nous parler de ce tournoi ô combien important pour les U18 international district d'Abidjan, TIDA. 7e édition, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette année, quelle est la grande retouche pour accroître encore davantage ce tournoi? Merci beaucoup. On a repris le TIDA donc après une année d'accalmie due à la pandémie de coronavirus. Et donc nous sommes repartis cette année avec nos équipes traditionnelles, malheureusement pour des questions de reprise et avec tout ce que cela a pu engendrer au niveau économique pour les équipes. Donc nous sommes revenus à la formule initiale du TIDA qui était de 8 équipes. Donc de 12, on revient à 8 équipes dans une formule de reprise.
principalement. Une forme de reprise, mais l'international est toujours là. Absolument. On a des équipes qui viennent d'où? Nous avons des équipes qui viennent donc du Nigeria, HB Academy, également trois équipes du Mali, et les Étoiles du Mandé, Derby Academy et l'Académie Moussa Guinépo, et puis bien entendu 4 équipes ivoiriennes qui sont donc Sol FC, FC San Pedro, Volcan Junior et Ivoire Academy. Mais honnêtement, cette édition, ça devient une tradition. Oui, le TIDA aujourd'hui, c'est devenu un label. Hein. Je pense que tous les amoureux du football de jeunes, dans la catégorie en tout cas, au niveau d'Abidjan et même dans la sous-région, tout le monde connaît le TIDA et c'est bien en raison de tout ce qu'on a pu faire pendant de très longues années en collaboration avec Ivoire Sport Promotion, en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Où jouerez-vous, surtout qu'Abidjan est en panne au niveau des infrastructures sportives? Quel est le stade qui accueillera cette épreuve, la 7e? Nous avons beaucoup de chance au niveau d'Ivoire Sport Promotion, vu que notre sérieux et notre capacité à pouvoir organiser ce tournoi d'année en année, nous nous sommes fait une petite place au stade Robert Champoux de Marcory où nous jouons dans la matinée. Ah, dans la matinée. Vous n'êtes pas vous faire piétiner par les grands. Absolument. Alors aujourd'hui, si on vous demandait sur quel site mettrez-vous cette 7e édition, vous diriez quoi? Alors ce tournoi, il est placé sous le signe d'abord de la reprise, mais aussi et surtout pour rendre un vibrant hommage à quelqu'un qui nous a accompagnés pendant de longues années et qui malheureusement, à l'entame de cette pandémie-là, est parti très tôt. Il s'agit de Pape Diouf. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Et donc, pour tout ce que Pape Diouf a fait pour le TIDA, pour tout ce qu'il a pu faire pour qu'aujourd'hui ce tournoi-là soit reconnu au niveau international, nous ne pouvons que lui rendre hommage. Et cet hommage-là lui sera rendu, a commencé à lui être rendu, et on va continuer demain au moment de la finale également. Ça commence demain donc? Non, le TIDA, il a commencé depuis le vendredi dernier, le 10. Ah oui? Et demain, nous sommes à la finale, à la grande finale. Ah d'accord, ça a commencé depuis le 10. Je pensais que c'était la TAM. Ok, ça se passe bien? Oui, après 7 journées, aujourd'hui c'était la 7e journée avec la demi-finale. On aura donc la grande finale demain. On a eu de très beaux matchs, des matchs. L'affiche s'oppose. Il y a d'abord la petite finale qui va opposer donc HB Academy du Nigeria sera opposé donc aux Étoiles du Mandé du Mali. Et puis c'est une finale 100% ivoirienne. La petite finale et puis la grande finale se va opposer l'Académie Volcan Junior à l'Académie de Sol FC. C'est entre vous, entre les jeunes Ivoiriens. Non, il faut dire que malgré toutes les péripéties qu'on connaît dans le football ivoirien, il y a de la qualité, il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de jouer au foot et il y a beaucoup de travail qui est fait aussi au niveau des centres de formation. Et c'est l'aboutissement de ce qui est fait au niveau ivoirien. Après cette édition, vous avez eu à caser quelques enfants? Oui, certainement. Déjà, il faut dire que le TIDA, quand on prend la promotion qui a été championne de Côte d'Ivoire avec la SOA, il y avait quand même 7 à 8 joueurs qui ont participé au TIDA. L'année qui a suivi, le Racing Club d'Abidjan devient champion de Côte d'Ivoire avec pratiquement 80%, 80-90% qui ont joué le TIDA. Ça, c'est au niveau national. Et puis à l'international, bien entendu, on a vu toute la génération un peu après Messi, du FC Barcelone qui est passé ici par 2 fois, qui a joué le TIDA. On a aussi des internationaux du Maroc qui ont joué le TIDA. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Et Moussa Guinépo, dont le centre de formation est ici aujourd'hui, se trouve aujourd'hui en Espagne, en tant que joueur professionnel. Que direz-vous à ce public qui aimerait prendre le finish en compte? On dit quoi? Quel appel? Le TIDA, aujourd'hui, c'est installé comme la fête sportive à travers laquelle on rentre dans les fêtes de fin d'année. Et donc, le public sportif ivoirien, et particulièrement le public sportif d'Abidjan, est invité à venir massivement demain après-midi à partir de 14h pour la phase finale du TIDA. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation. Absolument. Merci beaucoup. On sera là pour éteindre tous les lampions. Félicitations surtout pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne et dans la sous-région et internationalement même. Merci beaucoup et bonne continuation. Oui, si vous permettez, je voulais donc dire merci à tous ceux qui nous accompagnent autour de ce TIDA 2021 et également rappeler au public sportif qui va venir que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous fassions face à cette pandémie-là. Il ne faudrait pas que nous soyons un vecteur de transmission de cette maladie et que tout le monde, tout le public qui va venir puisse s'astreindre
aux mesures qui seront prises. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Radio Côte d'Ivoire. La FIFA et la Fédération saoudienne de football, main dans la main, s'apprêtent à signer une convention concluant ainsi un accord de partenariat entre les deux fédérations. Ce dit partenariat est bénéfique à plus d'un titre pour les équipes du Côte d'Ivoire, les équipes nationales surtout. C'est à Djeddah que les éléphants prendront quartier en vue de préparer au mieux la phase finale du Cameroun 2022. C'est dans ce cadre que le sélectionneur national Patrick Baumel et Maître Abdou Abbé Simon, qui est vice-président du CONOR, y ont effectué une mission de prospection de repérage. Maître Abbé Simon, pour des précisions. Le choix de la préparation a été porté sur l'Arabie Saoudite, à Djeddah plus précisément. Djeddah parce que c'est un endroit qui est très bien placé. Et Djeddah, l'Arabie Saoudite nous a proposé de nous aider à nous préparer sur leur territoire. Donc, nous avons accepté, puisque voilà, nous avons trouvé très bien. Nous sommes allés sur place, le coach et moi, le coach Baumel et moi, nous sommes allés sur place. Nous avons visité les installations qui sont très jolies, qui sont très belles, et il n'y a vraiment pas photo, hein, donc tout est bon. Ça va juste coûter le déplacement d'Abidjan à Abu Dhabi. C'est gratuit. La prise en charge est complète et elle est faite par l'Arabie Saoudite sur place, l'hébergement, la nourriture, les matchs amicaux qui sont faits, voilà. Donc tout est pris en charge par l'État ivoirien, par les Saoudiens. Quand nous avons fait le choix Djeddah, c'est parce que nous avons eu la proposition des Saoudiens qui sont passés nous rendre visite. L'un des présidents donc de la fédération saoudienne est venu avec son collaborateur nous rendre visite à la FIFA. Il était de passage, il rentrait chez lui et il s'est arrêté. Il a pris 2 heures de temps pour venir nous parler et nous inviter à venir chez eux. Tout frais compris, donc gratuitement. Et nous avons accepté, nous n'avons eu aucune autre offre. Nous avons accepté. C'est beaucoup plus tard, je dirais même il y a quelques jours, qu'on nous dit que Abu Dhabi, donc les Émirats arabes souhaiteraient qu'on vienne chez eux. Pour l'instant, nous n'avons jamais eu d'offre. Nous ne savons rien du tout. Donc nous avons fait le choix et les éléphants iront sur place dès le 27 décembre. Ils vont faire leur préparation jusqu'au 6 janvier et ils partiront pour Douala. Et rien du tout. Nous n'avons rien eu. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons rien reçu. Nous ne savons pas comment la préparation se faisait, comment ça se passait. Nous ne sommes pas informés, nous ne savons rien du tout. Donc c'est un protocole d'accord que nous allons signer sur place quand nous allons arriver soit le 28, soit le 29 avec les Saoudiens pour une prise en charge de toutes nos équipes nationales donc, qui pourront aller faire des stages et ils ont même ils nous ont indiqué qu'ils allaient peut-être probablement acheter un car pour nos filles parce qu'on leur a demandé. On profite un peu de tout. S'ils peuvent nous aider, pourquoi pas. Voilà. Et on va aussi parler d'autres choses, notamment peut-être nous aider à construire un centre de l'équipe nationale, pourquoi pas, comme ça se fait dans les pays arabes et maghrébins. Ce serait une bonne chose. On va leur suggérer cela, on va en parler quand on sera sur place. S'ils peuvent nous aider, ce sera ça de gagner. On y croit. On y croit. Nos éléphants, ils sont en bonne forme. Ils vont y aller jusqu'à fond. Ils vont se donner à cœur joie. Ils vont être galvanisés. Et je pense que cette CAN, on peut la gagner. Maître Abbé Simon, collaborateur direct de Dao Gabala au niveau du CONOFIF. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir, Rach. C'est une bonne pioche de la dame du football ivoirien. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle parce que moi, je ne suis pas surpris. On sait que par le passé, les éléphants se préparaient dans cette zone gratuitement, mais des personnes faisaient payer ça sur le dos du contribuable. Et il y a eu sur les communications, on voyait ça sur les communications,
Et je pense qu'aujourd'hui, voilà la vérité qui éclate. C'est gratuit, la préparation des éléphants. Et dans ce protocole, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est toutes les sélections. Toutes les sélections, c'est pas seulement la sélection A, c'est toutes les sélections. Est-ce qu'on a les preuves qu'à Abu Dhabi, on payait la préparation? Oui, mais moi, j'ai vu ça dans la communication. La communication de la CAN 2015, j'ai vu ça dedans. À combien c'était chiffré? Je n'ai pas le montant en tête, mais j'ai vu ça dedans. Parce que le plus souvent, du côté du golf, hein, c'est la gratuité. Oui, j'ai vu la communication de la CAN 2015. Et j'ai vu, quand il y a eu l'affaire... Il faut bien vérifier. Quand il y a eu l'affaire des primes impayées, vous avez vu la communication qui circule. Voilà, j'ai vu la communication. Et même à l'époque, j'ai posé la question. À l'époque, je vous dis que bon, c'était gratuit. Gratuit, voilà. Oui, gratuit. Donc, et même, j'ai posé la question à un ancien ministre des Sports qui m'a dit comme ça que c'était gratuit. Et voilà, bon, maintenant, sur la communication, on racontait autre chose. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Et puis là, dans ce cas-là, vous avez écouté, la sélection féminine est prise en compte. Maintenant, moi, si ce stage est gratuit, le montant de 4 milliards, 700 millions doit diminuer. Alors, c'est une logique aussi. C'est une logique aussi. Voilà. Avant d'aller véritablement au débat, aller à Jeddah, en Arabie Saoudite, c'est une trouvaille de Dao Gabala qui certainement met quelque chose à nu. La préparation à Abu Dhabi, bon, d'après Chalio, je n'ai pas souvenance d'un montant qui nous donne une certaine lucidité pour dire que c'était payant ou c'était pas payant. Vous, c'est une bonne trouvaille pour la dame qui nous permet d'aller à France Zéro, nous préparer à Jeddah. Oui, je pense que Rach, en 2015, tu y étais pour Abu Dhabi. Abu Dhabi. Et je pense que ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. La nouveauté viendrait si vraiment à Abu Dhabi on payait ou on ne payait pas. Bon, vraiment, je peux pense pas... que par le passé, je crois que c'est un avion qui a été affrété pour transporter les éléphants de l'Europe. Sinon, le regroupement n'était pas payant. Non, c'était pas. Moi, je pense que c'était pas payant. Je n'ai pas vu les communications dont a parlé Choilio. Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Moi non plus, honnêtement, ça, là, mais j'avoue que la destination des Émirats Arabes Unis, la destination d'Abu Dhabi, la destination de l'Arabie Saoudite, c'est pas une nouveauté. Elle est venue comme l'ancien... Je suis d'accord. La nouveauté viendrait si jamais on nous dit comme ça qu'en 2015, nos stages ont été payés. Et ont été payés. C'est là qu'on va retrouver finalement qu'il y avait problème. Rapidement, le débat n'a même pas encore commencé. Oui, mais quand j'apprends que c'était gratuit, moi c'est la première fois que j'apprends qu'avant c'était gratuit. C'est la première fois que j'apprends ça. D'accord. Oui, c'est la première fois. On va vérifier nos fiches voilà, et puis on reviendra. C'est la première fois. Il y a les anciens ministres des Sports qui sont là, vous pouvez les appeler, vous leur demander si c'est le cas. De toute façon, ça ne fait que amplifier le débat ici. On reviendra sur cet aspect. Parce que Choil a dit quelque chose de très important. Oui. Il a dit si c'est gratuit, cela voudrait dire que le financement qui est de 4 milliards 700 millions devra connaître une baisse. Or, en 2015, le financement, c'était de 3 milliards 500 millions. Mais ça prenait en compte... Oui, mais c'est pas, mais c'est pas le même format. Là aussi, c'est pas le même format. Avec les inflations et autres, tout augmente. Je fais toute attention. On va vérifier les communications. Si vraiment Abu Dhabi avait été payé par l'État de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cet effort est déployé pour permettre aux joueurs d'être dans de meilleures conditions. Et cet effort-là est battu en brèche par des négriers anti-CAN, des racistes, fossoyeurs du football. Le débat est grandement ouvert. C'est un problème qui est pris très au sérieux sur le continent. C'est pourquoi nous élargissons notre champ de tir. Nous sollicitons 2 capitales pour faire entendre la voix de l'Afrique. Dakar d'abord avec Mbaye Diop Jacques. Bonsoir, chers confrères. Oui, bonsoir, chers confrères. Ouais. On ira à Bamako dans un court instant, sauf que nous entamions notre marche par Abidjan. Chalio, comment réagissez-vous face à une telle déclaration? Est-ce de la provocation ou simplement du mépris pour nous, Africains? C'est soi-disant professionnel du football. Non, mais là, cette fois-ci, ça devient... Je pense qu'ils ont franchi la ligne rouge. Parce que par le passé, on savait très bien qu'à chaque Coupe d'Afrique des Nations,
les clubs européens, enfin, notamment en France. Je me souviens très bien d'un article dans un journal de la place qui disait que la CAN arrive, la France pleure. Parce que les joueurs professionnels africains devaient gagner leur sélection pour la Coupe d'Afrique. Mais cette fois-ci, c'est l'Association européenne des clubs, ECA, qui monte au créneau, qui s'agit de la FIFA pour dire non, attention, on ne va pas libérer nos joueurs. Mais je dis, il y a eu l'Euro, il y a eu la Copa América. Ils n'ont pas bronché. Bon, ils nous diront que c'était en juin. Bon, que c'était en juin. Oui, ok, c'est en juin. Mais je pense que, franchement, ils sont allés un peu trop loin. Parce que c'est une façon de vouloir tuer la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, sans sa vedette, sans Sadio Mané, sans Mahrez, sans Mo Salah, sans Serge Aurier, sans Wilfried Zaha, franchement, je pense que ça va de sa main au championnat d'Afrique des Nations. Oui. La même question est posée à mon très cher Mbaye Diop. Oui, comment réagissez-vous face à cette... je ne sais pas si on peut parler de mépris ou provocation anti-noir de nos amis, les soi-disant professionnels blancs? Bon, écoutez, moi d'abord, je pense qu'il faut l'analyser sous plusieurs angles. D'abord, il faut l'analyser sous l'angle quand même du manque de respect. Parce que dans la mesure où nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que l'Afrique est un continent qui regroupe 54 nations, en tout cas qui ont leur souveraineté internationale, et que du jour au lendemain, des clubs qui n'ont même pas, qui sont affiliés peut-être à une fédération, ou bien qui sont affiliés en tout cas à des fédérations qui sont délégataires de pouvoir des pays comment dire, souverains, et qui du jour au lendemain se réveillent pour nous dire, écoutez, nous allons mettre fin ou bien nous ne voudrons pas que cette CAN-là puisse au moins se dérouler. Oui. Ça veut dire que quelque part aussi, il faudrait qu'on puisse aussi comprendre une chose. C'est quoi le problème? Nous nous rendons compte que aujourd'hui, c'est clair que tous les moyens sont bons pour mettre la pression sur la CAF. Maintenant, il appartient aux Africains, aux dirigeants, aux joueurs et même aux médias de savoir se faire respecter. Maintenant, moi, je m'adresse aux médias. Parce que les médias doivent quand même refuser de prendre aveuglément le traitement de cette histoire-là fait par les médias occidentaux. Vraiment. Déjà, les clubs européens ou bien les dirigeants ont menti sur la situation de la Covid, parce que la Covid n'a pas été créée par les Africains. La Covid est sortie d'où? La preuve, tous les Africains qui ont eu à contacter cette pandémie-là l'ont eu par transmission. On vous dit que par transmission. C'est parce que tout simplement, c'est des contacts de transmission. Donc, maintenant, nous, il faudrait que le Cameroun a bien dévoilé quand même le dispositif social. En tout cas. Aujourd'hui, ce n'est pas au club européen. Maintenant, il faudrait faire face avant d'être irréprochable au plan sécuritaire, au plan sanitaire. Parce que, si vous vous souvenez bien, en 1990, je ne sais pas, mais à l'époque, il y avait en tout cas une pléiade de joueurs internationaux qui jouaient en France. C'est l'Algérie qui organisait la Coupe d'Afrique et l'idée même d'une Coupe d'Afrique des Nations à Nice ou à Cannes avait été évoquée. Heureusement, à l'époque, il y avait le président Issa Hayatou qui disait que la Coupe d'Afrique se jouera en Afrique. Il a été très ferme. Il a été ferme. Ne partez pas, Mbaye. C'est tellement riche. Je dis bonsoir à Baba et puis on revient. Baba, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je sais que vous êtes très en colère. Vous m'avez dit, comment on appelle, au bureau, au téléphone. Ne partez pas. Bané, suite à Mbaye et Chalio, comment vous réagissez, l'historien? C'est l'Afrique qui devait se lever comme un bloc pour dire non une fois à ces blancs, je dirais des racistes. Parce qu'ils exploitent en fait les Africains pour ne pas les laisser venir même dans leur propre pays dire bonjour à leurs parents. Effectivement, je pense que c'est la continuation sous une autre forme de la traite négrière, de l'esclavage qui a commencé depuis le 15e siècle. Parce que depuis ce temps, les Européens, ils ont un continent de 10 millions de kilomètres carrés et ils en imposent à un continent de 30 millions de kilomètres carrés qu'est l'Afrique. Je pense que l'Afrique a trop souffert de la mainmise de l'Europe. Les ressources naturelles, les matières premières, tout ce que vous avez dans notre sous-sol prend la direction de l'Afrique. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui jouent là-bas. On veut les bloquer pour ne pas qu'ils viennent participer à la fête. Et ça, c'est inadmissible. Depuis le 15e siècle, nous sommes sous la domination de l'Europe.
je pense que trop c'est trop. Il appartient à des organisations continentales telles que l'Union africaine, telles que la CEDEAO, telles que les autres organisations sous-régionales, d'interpeller leurs homologues européens pour leur dire trop, c'est trop, afin qu'on aille d'égal à égal avec ces pays-là. Ce sont nos enfants qui vont égayer ces Européens. Sadio Mané, Mo Salah. La trompette a commencé à souffler avec Jurgen Klopp, qui a dit qu'en Afrique, ils auront des problèmes avec le Boxing Day. En Afrique, il y a un mini-championnat qui va se jouer. Et alors, il sait qu'il va se passer des services de Mo Salah et de Sadio Mané. Et donc, ils ont commencé déjà... Et qui part en Allemagne remplacer ces deux-là? Je viens. C'est dire qu'il faut mettre fin à cela. Les politiques africaines se doivent d'interpeller l'Europe pour qu'ils laissent les enfants venir participer à cette fête. Ça permet aussi de décrisper le trop plein de stress que les Africains nous avons. C'est la seule fois où nous avons le sourire quand même. Effectivement. Baba, que veulent les Blancs dans tout cela, selon vous? Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent, hein, mais il faut que nous, Africains, nous sachions ce que nous voulons. Donc, je crois que le problème est à moitié résolu pour la participation des internationaux africains en Europe. Je crois que le gros problème se pose surtout en Angleterre. Et à entendre le secrétaire général de la CAF, Véron Moussongo Omba, il y a eu, en tout cas, on a lâché du lait quelque part. La CAF a quand même autorisé que les internationaux africains en Angleterre puissent rester avec leur club pour jouer jusqu'à la fin du Boxing Day, jusqu'au 2 janvier 2022. Ensuite, ils vont rejoindre les pays respectifs. Je crois que cela permettra aussi à la FIFA d'être très regardante sur les clubs qui ne voudraient pas lâcher leur club. Bon, je crois que l'Afrique doit aussi avoir un bon lobby. Vous savez... Le son n'est pas de qualité, les gars. On reprend Baba très rapidement. C'est pas audible. Il dit de très bonnes choses, mais le son n'est pas vraiment audible. Mbaye, je repars à Dakar. Qu'est-ce que nos garçons pourraient-ils faire si... En Europe qu'en Afrique, nous, on a des places... Ne quittez pas, Mbaye. Laissez Baba continuer. Je crois que le son s'est amélioré. C'est un pays africain qui est un pays de football et le gouvernement camerounais a déjà pris des dispositions sanitaires. Et la CAF, en collaboration avec le gouvernement camerounais, a décidé donc de faire des passes sanitaires, c'est-à-dire être vacciné ou avoir un test PCR négatif. Je crois que le problème ne devait même pas se poser jusqu'à ce niveau. Mais les Européens voulaient saboter notre compétition, voulaient en tout cas semer les doutes dans la tête des fans du football africain, mais je crois que c'est raté parce que la CAF et le Cameroun ont décidé de maintenir la date du début de la compétition, le 9 janvier, et la CAF a eu des arguments pour permettre en tout cas au club anglais de rester avec les joueurs jusqu'à la fin du Boxing Day. Je crois qu'on pouvait se passer de toute cette grande polémique pour saboter la compétition la plus relevée de l'Afrique. En tout cas, moi je suis en colère et je crois que c'est pas du tout bien. Heureusement qu'il y a une solution, sinon l'Afrique doit taper sur la table rase. Oui, merci Baba. Mbaye, est-ce que nos joueurs, en cas de revirement de situation, sont-ils prêts à perdre toute cette fortune et créer une révolte au nom du continent? Question de dire non à l'employeur blanc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que nos garçons peuvent sur le combat? Sur ce plan, on va être... Moi, je pense que d'abord, les joueurs et les joueurs n'ont que la Coupe d'Afrique. Parce que vous savez, un joueur africain qui, durant toute sa carrière, ne joue pas une Coupe d'Afrique, ou bien un joueur, durant toute sa carrière, ne se qualifie pas à une Coupe du Monde. Donc, c'est pratiquement une carrière en pointillé. Maintenant, il va falloir aussi que nos responsables, parce que le confrère l'a dit tantôt, il faudrait que les organisations sous-régionales, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, l'IEDAC au niveau de l'Afrique centrale, puissent prendre à bras le corps cette question et faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine. Parce que, si vous vous souvenez bien, ils nous ont pillés. Ils sont venus à la veille de la poussée impérialiste nous prendre de force nos grands-parents.
Et au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils sont venus nous imposer quand même, en tout cas, leur base aérienne et militaire. Maintenant, ils viennent nous piller nos ressources, nos matières premières. Maintenant, ils savent que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui est très suivie dans le monde par rapport à son attractivité. Vous avez vu l'Euro. L'Euro n'a pas été bien suivi parce qu'ils ont perdu en termes de mondiovision, si vous regardez bien les statistiques. En termes d'audience, ils ont beaucoup perdu. Et donc, les sponsors ne suivent plus parce qu'il n'y a plus de grandes stars en Europe. Les grandes stars se trouvent soit en Amérique du Sud ou en Afrique. Oui, bien sûr. Maintenant, par rapport à cela, ils veulent nous imposer pour nous dire maintenant, en le faisant passer au niveau des clubs, pour dire qu'il faudrait essayer de saborder cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait que les Africains puissent comprendre que l'Afrique n'est pas une caisse de résonance pour l'Europe. Okay. L'Afrique a 54 pays. Et ce sont des pays souverains qui doivent se faire entendre à travers l'Europe. Aujourd'hui, si l'Afrique se réunit, l'Afrique a un poids politique, elle a un poids électoral au niveau de la FIFA. Si l'Afrique se réunit, elle a un poids électoral au niveau du CIO. Et c'est l'occasion, même cette affaire-là, cette gifle-là, il faudrait la rendre. Ils nous ont giflé à partir de la joue gauche, nous devons la rendre à partir de la droite. C'est tout. Simplement cela. Et je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, que ce soit nos dirigeants, nos footballeurs, que ce soit nos techniciens, et même nos journalistes, nous devons au moins servir de bouclier. Oui, on a commencé déjà de toute façon. Ce combat-là. Ouais, on mène le combat déjà. De ne plus être une caisse de résonance pour les médias occidentaux. Vraiment. Nous, tout ce qui touche à l'occidentaux, nous pensons que c'est pratiquement blanc comme neige. Oui, alors que c'est de la manipulation, c'est de l'intoxication, c'est de la diffamation, c'est de fausses informations. D'accord. Il faudrait aussi que nous soyons très responsables vis-à-vis de ça. Merci. Nous ne devons pas avoir le complexe du temps. Merci à vous. Nous avions été dans les écoles, dans les universités européennes, nous avions été meilleurs que. Donc, il ne doit pas y avoir ce complexe-là. Et nos joueurs aujourd'hui sont les meilleurs partis dans le monde. En tout cas. Que ce soit les joueurs ivoiriens, camerounais, sénégalais, égyptiens, sont les meilleurs partout au monde, marocains et autres. C'est pour ça que je dis, il y a une nouvelle génération africaine qui est née. Par exemple, de mettre fin ou bien d'annuler. Merci Mbaye Diop, merci beaucoup. Merci à Baba pour cette intervention, ce coup de gueule. Ça nous permet de lancer le combat. Charles, on va terminer là-dessus. Réaction après tout cela. Nous, on a commencé les médias. La CAF est en train de négocier, mais est-ce qu'on avait à négocier? Non, je pense que c'est vrai que c'est vraiment déplorable. Et puis là, vous voyez que bientôt, le problème va revenir encore. Il commence comme ça, avec non, il y a le Covid, il n'y a pas un protocole sanitaire. Comme si c'est venu d'Afrique. Il n'y a pas un protocole sanitaire fiable. Mais à la vérité, c'est la périodicité de la CAN qui sera débat dans les mois où les. Mais la périodicité de leur compétition aussi. Oui, mais justement, ce sera le danger. Voilà le danger. Parce que déjà, ils veulent ramener la CAN, amener la CAN à 4 ans. Mais c'est tuer la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'ils amènent l'euro à 10 ans. Ça, c'est tuer la Coupe d'Afrique des Nations parce que la CAF, la Confédération africaine de football, tire l'essentiel de ses ressources à travers sa compétition vedette qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, aujourd'hui, c'est un débat sur le Covid, un protocole sanitaire. Demain, vous allez l'entendre, ils vont dire que non, il faut ramener la CAN chaque 4 ans. Je pense que là, il faut que l'Afrique se révolte. Si la pandémie il faut aussi. C'est pourquoi on demande à la tête de nos fédérations de grands dirigeants, des dirigeants forts qui peuvent mener ce combat-là. Oui, je dirais simplement que Baba Sessouma nous a révélé que l'Angleterre a décidé de libérer les joueurs à la fin du Boxing Day le 8 janvier. Le 2. Le 8 ou le 2? Le 2, je crois. Hein? Je crois que c'est le 8 janvier, j'ai cru entendre. Non, c'est le 2. C'est le 2. Ouais. Mais il y a un petit temps seulement de pouvoir s'acclimater. Ce n'est pas parce possible. qu'ils viennent d'une zone où il fait très froid. Et il vient se retrouver dans la chaleur au niveau du Cameroun. Et la CAN commence le 9 janvier. Le 9 janvier. Bon, ils ont à peu près une semaine pour s'acclimater. Même pas une semaine. C'est le déplacement avec toutes les dispositions Covid, protocolaires, les voyages. C'est inhumain même. Je pense que c'est inhumain. Dans quel état le Sénégal récupérait un gars comme Mané? Ou bien l'Égypte va récupérer Mo Salah. Et même récupérer aussi Mendy, le gardien de Chelsea,
Romelu Lukaku. Mais nous, les éléphants, Aurier, Cornet, Pepe Nicolas, Zaha, etc. Donc nous sommes aussi touchés. Les laisser tout juste une semaine pour qu'ils viennent faire un regroupement international pour la plus grande compétition d'Afrique. Je pense que vous qui êtes historien, qu'est-ce qui a changé dans tout cela? Par le passé, le négro passait dans le vent du bateau pour aller dans une destination inconnue. Quand il se réveille, il est dans un champ de canne à sucre, chaîne aux pieds. Aujourd'hui, le négro passe par les airs, l'avion, il a un contrat juteux. Est-ce que c'est blanc, bonnet, blanc? C'est blanc, bonnet, blanc. Et c'est les plus talentueux qui prennent l'avion. Sinon, il y a d'autres qui prennent la route du désert, qui passent par la mer Méditerranée. Beaucoup restent dans la mer Méditerranée. D'autres débarquent sur les côtes siciliennes, sur les côtes autrichiennes et autres. D'autres même... Parce que les traités comme ça, et puis refuser qu'ils viennent jouer pour leur nation, j'ai dit qu'on est resté... J'avoue qu'on est resté sans voix. Mais je dis, la presse, les médias proches du sport ne font que dénoncer cela. Il appartient aux politiques de coordonner leur voix avec la presse sportive pour que véritablement les Européens commencent à nous respecter. Nous prenons au sérieux. On va s'arrêter là pour le moment, mais le débat reste toujours ouvert puisque hier, on a laissé les moutons dans l'enclos sans leur donner de quoi se nourrir. Notre débat n'est pas allé au terme parce qu'on est resté sur une situation de comparaison. C'était sur la responsabilité de nos dirigeants face au regard de ce dossier, de ce rapport accablant de l'IGE, l'Inspection générale d'État. Peut-on aujourd'hui accuser nos dirigeants de club d'avoir été passifs, d'avoir applaudi pour rien? Ils n'ont pas pu regarder le dossier réel de leur maison commune. Et sont-ils coupables ou non? Juger comme ça de la culpabilité de ces dirigeants, je pense qu'on risque de faire fausse route. Parce que nous-mêmes, hier je l'ai dit, il nous faut disposer de ces différentes pièces comptables et voir comment ceux-là peuvent le faire. Et même quand bien même ils ont ces pièces comptables, on leur donne ce qu'on appelle leurs différentes subventions. Souvent, ils restent sans voix. Maintenant, si... Est-ce que la subvention, c'est un droit ou bien c'est pour dire, bon, je détourne, mais ne dis rien? Non, on leur donne les subventions. Si après ils se rendent compte qu'il y a eu de l'argent qui a été détourné par-ci, par-là, c'est eux seuls qui sont vis-à-vis de leur conscience et qui vont voter. Ils ont ce droit de vote de démettre qui ils veulent. Oui, bien sûr. Mais donc, pourquoi de 2002 jusqu'en 2018, après ce rapport, on se dit, mais attends, il y a eu tellement de quitus où ils ont applaudi. Est-ce que c'est la loi de la majorité. Vous voyez, par exemple, je vous prends un exemple. Le président Ahmad, à l'époque, quand il était tout puissant, il avait coopté un certain nombre de présidents de fédérations africaines. Il les a même fait partie faire la Umrah au niveau le petit pèlerinage, comme on dit à la Mecque, pour pouvoir, en cas d'élection, avoir leur voix. Donc ça peut... C'est une forme de corruption. Si vous voulez. Okay. Ça peut se traduire aussi au niveau des différents pays. Okay. Mais maintenant, si le système est éventré, ceux qui ont été coupables de ce fait, automatiquement, ils sont mis de côté. D'accord. Chaliot, peut-on aujourd'hui, vu ce rapport si accablant, accuser nos responsables du club de rester comme ça, d'être restés passifs, sans maudire, face au détournement, et qui n'ont pas manqué de lisibilité, qui n'ont même pas lu entre les lignes, et voilà, ça tombe aujourd'hui comme un couperet. Sont-ils aussi co-auteurs de tous ces détournements? Donc, co-auteurs, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils sont co-auteurs, mais ils n'ont pas de responsabilité, ils sont coupables. Parce que pourquoi? Voici, vous savez, c'est le règlement. Avant une assemblée générale, la fédération envoie les états financiers de l'exercice en cours 15 jours auparavant. Donc, tous les présidents de club ont le temps, ils reçoivent les états financiers. Ils ont le temps de l'analyser, de lire le rapport financier. Mais combien de clubs prennent le temps, combien de présidents prennent le temps de lire un rapport financier? Combien de présidents sont capables de lire un rapport financier? Mais ce n'est pas tous les présidents de clubs. Il y a des présidents de clubs, comme je peux le citer, Maître Roger Wonien, Salih Bitogo, un certain nombre de présidents de clubs. C'est pour ça qu'il a toujours été hué. Justement, voilà, justement. Non, j'arrive, Rache. Il y a des présidents de clubs qui ont dit non, parce qu'eux, ils voient des rapports financiers, ils voient des trucs aberrants. Au cours des assemblées générales, ils montent le ton. Mais malheureusement, c'était des foires.
il y a un groupe de petits présidents du club de Détroit. Et puis, les gens sont malaises. Voilà ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, OK, après l'AG, il y a des perdièmes. Souvent, c'est 500 000, 1 million. Le mec, c'est un président de Détroit, il vient des zones très reculées. Il n'a même pas 100 000 francs. Non, tu parles de 100 000 francs. Il n'a même pas peut-être 20 000 francs. Donc, il vient à l'AG. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les 500 000, 1 million qu'il doit prendre après. Puisque c'est à main levée. Le vote de culture, c'est à main levée. Si, devant tout le monde, tu votes non, tu n'auras pas les 500 000. Tu n'auras pas les 500 000. Et c'est comme ça. Non, mais non, il ne faut pas rire. Demande au président de club, ils vont te le dire. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Vous en savez quelque chose? J'avoue que ce que le journaliste Choualiou dit, moi, je n'ai pas ces informations. Non. Je n'ai pas ces informations, c'est une révélation qu'il me fait. Mais justement, d'accord. Ce que je suis en train de dire, vous pouvez demander au président du club. Je ne conteste pas ce que vous dites. Non, voilà. Je ne conteste pas. Les mecs qui sont là, on dit vote de cutus. Et quand à main levée. À main levée. C'est pas un bulletin secret. C'est pas un bulletin secret. Et quand quelqu'un prend la parole, il va dans le fond du débat. Il va dans les états financiers. On dit, oh, c'est bon comme ça suffit. Là. Vote non, c'est bon, on est fatigué. Là. Donc, c'est comme ça les gens ont fonctionné. Alors, ils ont fait du tort. Parce que c'est leur association. C'est leur maison. C'est leur maison. Ils se sont fait du tort. Parce qu'aujourd'hui, quand je le disais, quand tu vois tous ces chiffres qui circulent, c'est-à-dire qu'un club de Ligue 1 pouvait se retrouver avec 200 millions par saison. En Ligue 2, 150 millions. En D3, 100 millions. Parce qu'avec tout l'argent qui a été engrangé, oui. Mais vous êtes là, vous allez applaudir. Vous ne pensez même pas aux intérêts de vos clubs, c'est à vos propres intérêts. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. Et moi, je pense qu'ils ont une grosse part de responsabilité. Parce que quand vous êtes membre actif d'une association, il faut prendre la peine de lire les rapports financiers avant d'aller aux assemblées générales. Bane, si vous étiez à la place de ces dirigeants, vous auriez eu un regret? Si j'étais à la place de ces dirigeants, j'aurais un regret. Ceux qui font la gabégie ou bien ceux qui font quoi? Bon, face à la gabégie, parce que c'est comme si votre argent de votre maison commune est parti comme ça. Est-ce que vous aurez un regret? Bon, il faut... Que la minorité qui n'a pas été écoutée soit là, mais et la majorité, même si vous étiez dans la majorité. Est-ce que vous aurez eu un regret de savoir que de l'argent est parti comme ça sur votre tête? Oui, c'est possible qu'on puisse avoir un regret, parce que le regret, ça vient toujours du fait que souvent les dirigeants de clubs, aujourd'hui, sont tous des mécènes. Ce sont des mécènes, c'est des gens qui investissent l'argent et pour pouvoir encadrer un certain nombre de jeunes. Et souvent, ils cherchent des retours sur investissement. Et lorsqu'ils ne sont pas entrés en possession des fonds mis à leur disposition, soit par le sponsor, soit par l'État, c'est sûr et certain qu'ils vont commencer à se mordre les doigts. Mais tout ça, il faut qu'on fasse, on puisse leur expliquer dans un endroit pacifique, qu'ils puissent comprendre le langage des gens. Choualiou a cité le cas de Maître Jaunien. Je n'en disconviens pas. C'est quelqu'un aujourd'hui qu'on respecte. Mais il a un complexe de supériorité qu'il engage vis-à-vis des autres dirigeants. Je viens. Il n'est pas quelqu'un de facilement abordable en tant que tel. Ce qui fait que les autres dirigeants ont une certaine... Mais est-ce qu'on a besoin de l'aborder? Il est à l'Assemblée, il fait une lecture, on l'écoute et puis bon, on apprécie. En principe, c'est ce qui devait se passer. Mais de vous à moi, vous savez que l'homme est difficilement perméable et il ne prête pas comme ça aux autres de pouvoir l'approcher trop. Non, mais le problème, c'est pas Roger Wounien. On te remet un état financier de l'association. Il faut lire le rapport. Bane a dit quelque chose qui est clair, la subvention a aveuglé nos dirigeants. On s'arrête là. Demain, on se retrouve pour un autre débat en plateau. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.